Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du livre de Françoise Korilski-Béliard, Du désir au plaisir de changer, comprendre et provoquer le changement, préfacé par Paul Watzlawick. C'est un livre que j'ai trouvé dans un kiosque à livres. J'ai vu ça et je me suis jeté dessus parce que j'adore Paul Watzlawick. Il est génial. Il a seulement préfacé ce livre, c'est bien dommage. Voilà. Alors, c'est un livre qui m'a nécessité 4 lectures. J'ai fait 6 maps en tout. Je vous conseille donc de mettre sur pause avant les explications. Lisez un petit peu la map si vous pouvez. Écoutez et ensuite comme ça, voilà, vous la regardez, vous écoutez et vous comprendrez parfaitement. Donc, je dois commencer par mon avis avant de, avant de commencer la description un petit peu du livre. C'est clairement un livre de promo, c'est-à-dire un livre de pub, où Françoise Korilski-Béliard fait tout simplement sa pub. Alors elle fait sa pub, elle vise les grands groupes, apparemment elle a travaillé pour des grands groupes déjà, et donc tous les exemples du livre, ça fait très livre d'hypnose ericksonienne, où on a énormément d'exemples de scripts avec, avec quelqu'un qui a un problème insurmontable. Alors en hypnose ericksonienne, souvent c'est dans la famille, ou alors les gens tout seuls avec eux-mêmes. Là, donc, les exemples sont des exemples de travail, de situation de travail, où quand on arrive et qu'elle a mis son petit grain de sel dans le script, et ben, tout est génial, tout est merveilleux. Voilà, en fait, c'est un livre qui explique à quel point elle est géniale. Alors il y a des bons concepts, heureusement, parce que sinon elle serait pas aussi géniale, elle serait pas aussi miraculeuse. Mais voilà, c'est clairement un livre promo. Comme il existe pas mal de livres, moi j'ai acheté quelques livres, notamment en hypno, où on croit qu'on va apprendre des trucs, et en fait c'est un pré-talk. C'est juste un pré-talk sans fin. Euh, voilà. Donc quand même, bah, je vais commencer par ce que j'ai trouvé de mauvais dans le livre. Euh, Clairement, il y a deux chapitres. Deux chapitres qui sont riches et pas assez expliqués. Et donc 22 chapitres, donc 2 chapitres sur 24, 22 chapitres d'embrouille total. Voilà. Il y a plein de concepts qui n'ont pas de suite, qui n'ont pas... euh, voilà. Ah oui, il y a énormément de fois où elle commence l'explication d'un concept et en bas de page, on a un rendez-vous au chapitre 18. Alors quand vous êtes au chapitre 3, c'est génial, vous dites «Ah super, au chapitre 18, je vais comprendre de quoi elle parle». Et en fait, au chapitre 18, non, il y a 3 lignes de plus comme explication du concept. On se demande vraiment pourquoi elle nous donne rendez-vous au chapitre 18 alors qu'on est au chapitre 3. Enfin voilà, c'est une grosse embrouille. Il n'y a pas de concept qui soit creusé, il n'y a que des références nébuleuses à certains auteurs qui sont excellents d'ailleurs. Voilà, donc ce que j'ai trouvé de bon dans le livre, c'est les concepts de Watzlawick, de Monsieur Farelli. Alors Monsieur Farelli que je ne connais pas, et c'est pas avec ce livre que j'ai appris à connaître la thérapie provocatrice. Donc j'ai décidé de m'acheter son bouquin à lui parce que Frank Farelli, voilà, apparemment ça a l'air d'être un chouette gars. Je suis fan inconditionnel de Watzlawick, j'ai lu tout ce qu'il a publié. Voilà, Bateson. Alors oui, elle attribue la notion de systémique à Bateson, alors que techniquement, la systémique, c'est un concept de Wiener. Voilà, juste histoire de mettre les choses en place. Voilà, donc ma présentation, ça sera un peu brouillon, mais ce bouquin est une embrouille, donc voilà, j'ai pas le choix. Du coup, c'est parti pour le chapitre 1. Chapitre 1. Alors, ah, vous avez mis pause? Voilà, on va vous montrer là. Ça, c'était ma première map, j'avais pas encore tout compris. Donc, voilà, tout ça, c'est pas trop la peine du coup. Si, pour présenter Françoise, bon, bah si, on l'a déjà présenté. Euh, voilà, le chapitre 1 qui était intéressant. Un chapitre qu'on pourra, en fait, tout le corps du livre qu'on pourra passer vraiment vite fait. Euh, Chapitre 22 que je vais creuser. Et donc, en fait, il m'a fallu plein de relectures pour me rendre compte de ça. Hum, Voilà, l'hérédité. Elle estime l'hérédité du courant Palo Alto à, en fait, de la thérapie des thérapies brèves.
des concepts de thérapie brève, elle attribue l'hérédité à Marx, Freud, et plus loin, enfin plus tard, à l'école Palo Alto. Et donc maintenant, ça fait partie donc des, des praticiens dont elle fait partie. Voilà, premier chapitre. Alors, on a les concepts de qu'est-ce que le langage. Alors, le langage métaphorique ne permet pas de contre-attaque, il permet des attaques sur le long terme et sournoises. Le langage, alors oui, elle parle du langage analogique et digital. Le langage analogique, c'est le langage corporel qui qui est capable de vérité et uniquement de vérité. Les animaux ont beaucoup de mal à mentir. On sait que les corbeaux peuvent cacher des trucs, mais bon, voilà, ça va pas trop plus loin que ça, quoi. Et le langage digital, donc le langage digital, c'est le langage verbal, histoire d'embrouiller des trucs, hein, comme si c'était pas assez clair d'appeler ça le langage verbal. Et donc le mensonge en fait partie, et le langage verbal est limité. Elle parle de la langue de bois, ce qui voilà. En gros, elle explique que c'est une façon d'embrouiller les gens. Ça marche très bien. Elle nous raconte, alors elle évoque seulement les outils pour conditionner au chapitre 1 et au chapitre 22, et puis on n'aura qu'une évocation, aucune explication. Le koan est un concept dont elle parle, qui est un concept zen, où le maître, on a vraiment un maître et un élève, donc voilà, il y a vraiment, tu n'apprends pas tout seul, tu as vraiment besoin tu as besoin d'une référence extérieure pour apprendre, et donc c'est un maître qui va tellement t'embrouiller que en fait, tu vas comprendre dans la confusion, et en fait, c'est toujours l'éternel diagramme de Rossi, c'est-à-dire que qui est tellement embrouillé que ton esprit va être dans la confusion, il va galérer pour en sortir, ce qui va entraîner une révélation, bien évidemment. Voilà. Ensuite, quelques concepts, une petite notion intéressante au sujet du verbe être, plus un adjectif. Ça fixe la situation, c'est-à-dire que l'univers est en mouvement, et le fait d'observer, ou alors tout simplement d'utiliser le verbe être avec quelqu'un, mais plus généralement en fait elle disait que d'observer une situation la fige, et c'est assez intéressant, c'est assez vrai. Dans votre esprit, vous allez, si quelqu'un est soupolé par exemple, eh ben, on va s'imaginer qu'il l'est tout le temps. Parce que c'est nous qui le figeons. C'est voilà, un petit biais cognitif qu'il faut connaître par rapport à l'univers qui est toujours en mouvement. Donc, pas de rencontre sans influence. Il vaut mieux motiver que convaincre. Ben, c'est sûr qu'en entreprise, ça va mieux. Donc, elle a énormément de listes de mots pour voilà, les mots qui appellent au toucher, au ceci ou cela, comme si c'était un livre d'hypnose sérieux où on va apprendre des trucs, alors que pas du tout. Il y a juste des listes de mots par rapport à... Voilà. Qui peuvent être des remèdes ou des poisons, bien évidemment. Observer mieux que parler. Voilà, donc faire attention à ce qu'on apprend, faire attention à quand on croit qu'on sait déjà, généralement. Enfin voilà, elle évoque ça vite fait, et je vais passer là-dessus. La négation. Ah, la négation, voilà. Dans le langage, elle dit que la négation aussi est très utile. Par exemple, si on vous dit ne pensez pas à un éléphant, eh ben vous allez penser à un éléphant. Ouais, super, je ne savais pas. Bon, voilà. Ça, c'est quand j'ai enfin compris. C'est la map où j'avais enfin compris que ce livre ne m'apprendrait rien. Et donc, je vous laisse la regarder. Et ça y est, on va passer au cœur du bouquin. Alors, après les chapitres, donc le chapitre 1, qui était intéressant, que je viens de vous décrire vite fait. Alors pareil, c'est confus, mais le livre était confus. Chapitre 4 à 7. Elle explique que c'est un outil, alors bon, les outils en fait ils sont au chapitre 22, mais c'est pas grave. Elle explique que la position basse est très bonne à prendre, c'est très bon de faire croire qu'on est en position basse, qu'on est en bas de la hiérarchie, qu'on est complètement l'esclave pour pouvoir baratiner et hypnotiser le maître. Elle a l'outil de la boussole interne. Alors clairement c'est un outil PNL, c'est relié au VACOG. Elle y a vaguement insérer cette pyramide des valeurs, ça c'est un truc pour la thérapie, c'est pas mal. Voilà, la boussole interne, vécu, hop, 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 hop.
et que tout est négociation. Alors là, je croyais qu'il y avait des pépites, mais en fait, il n'y en a pas dans ces chapitres-là, à part la notion de prédiction autoréalisante, qui est quand on décide, quand on dit tellement de fois qu'on va se foirer que forcément, voilà, on s'est foiré. C'est une prédiction autoréalisante. Donc ensuite, elle a encore une fois des exemples. Euh, le fait de prescrire la résistance du client est assez intéressant. Donc voilà, ça c'est son truc à elle. En thérapie, il faut bien déterminer les valeurs pour ensuite déterminer les buts qui vont vers cette valeur, pour ensuite déterminer les objectifs qui vont mener à ce but, et enfin, d'abord déterminer les moyens. Ça veut dire qu'en fait, il faut commencer par là pour arriver là. Et en fait, voilà, c'est sa façon de travailler en thérapie. Définition de changement plus la réalité. Donc voilà, là, elle fait référence beaucoup au livre La réalité de la réalité, qui est un recueil de spécialistes en tout genre de Palo Alto. Alors ça va des mathématiciens aux statisticiens, aux psychologues et philosophes qui ont fait un recueil d'essais qui est vraiment génial, qui a été édité par Paul Watzlawick, qui s'appelle La réalité de la réalité, que je ferai dans une vidéo sûrement quand j'aurai retrouvé ce bouquin, mais pas dans les miens. Voilà. Les niveaux d'apprentissage. Alors, le niveau 0, réflexe. Le niveau conditionnement, c'est-à-dire je te mets une tarte et tu comprends que tu feras pas ça. Le niveau apprentissage qui est au-dessus du conditionnement. Et le niveau du système. Quand on est capable de mettre en place un système, et en fait, on est au-dessus. On est capable de gérer les apprentissages dont on aura besoin pour s'auto-conditionner ou tout ça. Donc l'apprentissage de l'intuition est important. Il y a les apprentissages formels, informels et techniques. Les obstacles. Les obstacles, donc les informations infondées, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à je ne sais pas que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il écrit là? Plus de la même chose. Ah oui, plus de la même chose. Alors ça, c'est aussi un concept à Watzlawick. C'est pas en faisant plus de la même fausse solution qui marche pas qu'on va régler ton problème alors que tu fais ça depuis des années. Est-ce que c'est vraiment si difficile? Souvent, ça l'est pas. Les solutions sont multiples. Il faut se méfier de l'ultra-solution. L'ultra-solution, c'est par exemple de dire les juifs sont le problème, clairement, et ça a mené ce qu'on sait que ça a mené. L'info n'est pas de la com. Les théories, d'accord, sur le contrôle, l'utopie, je sais plus pourquoi j'ai écrit ça, je m'en excuse. Voilà. Donc la réalité, encore une fois, c'est une construction permanente. Alors toujours les travaux de Watzlawick. Elle parle d'une réalité de premier ordre, qui est la réalité vraie, et la réalité qui nous concerne, c'est-à-dire celle de second ordre, celle qu'on voit, celle qu'on juge, la réalité subjective tout simplement, et partant de nous, il n'y a que ça, il n'y a pas la première. On en est responsable de la construction permanente de notre réalité. Ça, c'est chouette. Sachant que nos 5 sens sont limités, sachant que la vie est un test de Rorschach permanent, et que... C'est recadrage, je sais pas. Ensuite, elle parle de 2 styles de pensée, donc la pensée systémique et la pensée analytique. Alors la pensée systémique, elle est globale, la pensée analytique, grosso modo, elle vient de Freud, et la pensée systémique de l'école Palo Alto. Ok. Les tactiques. Le chapitre 22. Alors le chapitre 22 fait référence à tous ces outils. Alors dans les outils, elle ne précise pas si c'est des outils pour la thérapie ou des outils pour l'induction de transe hypnotique. Du coup, moi j'ai mis cette petite bulle, ça c'est quand c'est et thérapie et hypnose. Par exemple, la double contrainte, c'est chouette. La double contrainte, c'est un chose. Trappe de la communication, si j'en ai pas parlé, c'est le fait, la femme par exemple qui demande à son mari: «Ah mais tu m'offres jamais de fleurs», et quand le mari lui offre des fleurs: «Eh mais tu me les as offertes parce que c'est moi qui te les demandé, c'était pas spontané», ou tout simplement la phrase «sois spontané», qui est, voilà, c'est une double contrainte, une injonction paradoxale comme on les appelle aussi. Voilà, donc les outils, se demander si, voilà, chercher ce qui pourrait être pire dans ta vie, ça c'est un outil thérapeutique. Dissociation,
Bah, voilà, devenir un spectateur critique sans forcément, parler des troubles traumatiques, tout ça, mais des dissociations traumatiques, mais voilà. C'est un outil d'hypnose, de s'observer comme un spectateur critique, de prendre de la distance avec soi, c'est chouette. La confusion, un outil d'hypnose. Le faire comme si, un outil d'hypnose. La prescription de symptômes, hem ça, c'est de Giorgio Nardone et Watzlawick, qui ont, si je me rappelle bien, utilisé beaucoup ça. Ah non, pas forcément, c'est plus Erickson qui prescrivait les symptômes. Bon, voilà, ce sont des outils. Le questionnement, un outil thérapeutique. Le sabotage. Alors, le sabotage bienveillant, ça peut être par exemple au sein d'une famille, quand le parent va adopter le comportement qu'elle n'aime pas, par exemple de sa fille, pour lui en faire prendre conscience. Et donc moi j'ai mis ça dans les deux, parce que je trouve que c'est hypnotique et thérapeutique. Donc le courju, raconter quelque chose qui n'a rien à voir, c'est clairement hypnotique, c'est clairement confusionnant. Quelqu'un est en train de regarder le ciel, vous lui dites que les vers de terre vont bien, il devrait se poser des questions. Voilà, alors la ligne du temps en thérapie, c'est juste indispensable. Euh, il en manque, je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà. Ah, le levier d'attente. Alors le levier d'attente, c'est un levier de communication qui est juste génial. Euh, donc qui permet le silence pour réfléchir, qui provoque des tensions et qui mène juste à cette fameuse révélation. C'est l'attente est un outil génial. L'alternative illusoire. Alors oui, vous pourrez, euh, vous pourrez vous endormir profondément dans 5 minutes ou alors vous rendre compte tout simplement que vous êtes dans un sommeil, dans un rêve léger. Voilà, il y a une alternative illusoire. Donc la provocation, elle n'a pas expliqué, je vais être obligé d'acheter le livre de Franck Farelli. Euh, Elle prétend et je suis assez d'accord là-dessus, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la communication de haute influence, elle appelle ça, donc avec de la bonne communication, ou de l'hypnose. Alors, sachant que l'hypnose fait partie de la grande famille de la communication, c'est un peu logique. Voilà, les métaphores sont géniales. Clairement, c'est un outil, moi j'ai mis dans les deux, mais plus hypnotique. La maïotique, voilà, d'utiliser systématiquement les réponses de son patient pour formuler nos phrases, c'est assez pas mal. Et j'espère que vous en saurez plus sur du désir au plaisir de changer. C'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt.